Hey, salut à tous, il est exactement 3 heures du matin, je suis un peu ivre, je vous l'avoue, j'ai un peu de vodka dans le sang, un peu de Red Bull, un peu de jus de pomme, mais on va pas quand même parler de stand-up et d'humour en général. On est là pour je sais pas combien de temps exactement, je sais pas du tout si ça sera publié et à vrai dire je m'en fous, on verra comment ça se passe. On va parler de stand-up, du coup, de mes coups de cœur de 2016, parce qu'on est quand même en 2017. Bonne année à vous, hein, si vous écoutez ça en 2017. Si vous écoutez ça en 2018, ben, bonne année à vous 2018, admettons, hein, je sais pas. Mais du coup, voilà. 2016 a été une année particulière pour moi, du coup. Découverte pas mal de mecs qui font du stand-up, de Dana aussi, on y reviendra. Et j'ai eu la chance de voir Louis C.K. Louis C.K. en live à l'Olympia à Paris quand il est venu au mois d'août, qui a été l'une des plus grosses expériences à faire en live, très honnêtement. Je l'avoue, j'ai vu Eminem en 2013, je suis un gros fan de Eminem qui n'a rien à voir avec le stand-up, qui fait du rap, pour ceux qui connaissent pas Eminem, hein, au cas où, on sait jamais. Mais voilà, je suis un gros fan d'Eminem et j'ai vu Eminem en 2013, j'ai vu Louis C.K. en 2016 et j'avouerai que mon cœur balance entre les deux. Mon cœur balance parce que même si je suis un gros fan de Eminem, ben Louis C.K. c'est quand même un truc de folie à voir en live. Le mec est venu, nous a fait quasiment 1h30, 2h, j'ai plus le temps exact en tête, mais à faire des tests de blagues, à faire des tests de jokes qu'il a écrits dans l'avion. Et à la fin, il nous a sorti un carnet avec des blagues écrites limite 3 heures avant, à se dire est-ce que ça marchera, est-ce que ça marchera pas. Tout ça pour préparer un spécial sur Netflix, HBO, Comedy Central, on s'en fout qu'il fera ou pas. Et le mec est venu, nous a fait quasiment 2 heures de ça, avec une première partie qui était vraiment folle aussi. Et voilà, c'est vraiment une expérience dingue que je vous conseille d'avoir si vous pouvez, même si c'est dans un comedy club ou quoi que ce soit sur Paris. Parce que sur Bordeaux, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a qu'un seul. Parce que oui, j'habite sur Bordeaux, au cas où vous ne me connaissiez pas. Peter, 28 ans, j'habite sur Bordeaux depuis 2 ans et demi, on va dire maintenant. Et fan de stand-up depuis des années. Ouais, depuis des années. Bref, tout ça pour dire que 2016, en fait, ça a été la consécration aussi de plusieurs artistes que je connaissais depuis un petit bout de temps maintenant, depuis quelques années, et qui méritent quand même d'avoir leur place sur ce podcast. Appelons-le un podcast, parce que je ne sais pas du tout si ça va être publié déjà, si ça va être surtout maintenu. Mais voilà. Le premier mec de qui j'ai envie de parler, c'est quand même si j'ai vu Louis C.K., admettons, c'est quand même Bob Burnham, parce que c'est mon chouchou. C'est mon chouchou, ça fait quelques années maintenant que je le connais, et voilà. C'est, c'est une révélation. C'est une révélation, le mec fait dans le méta-humour, dans le méta-comique, où il va nous expliquer comment il écrit directement sur scène. Il a si je dis pas de conneries, 3 spéciales qui sont actuellement sur Netflix et sur YouTube, notamment son tout premier qui est Words, qui se trouve sur YouTube gratuitement si je ne dis pas de conneries, et surtout sur Spotify en version audio, que je vous conseille. Son deuxième c'est What, W-H-A-T. What, qui est sûr et certain sur Netflix. Et son troisième qui est sorti cette année, qui est Make Happy, sorti en 2016 donc. Oui, parce qu'en 2017, faut pas que je dise de conneries, mais en 2016 en tout cas, il est sorti. Il est sorti et qui est un petit peu son point final, parce que on sent que le mec, en fait, quand il est sur scène, il fait ce qu'il aime, c'est sûr et certain, mais il fait ce qu'il aime et surtout ce qui plaît.
au public. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve assez facilement dans les spectacles. Appelons ça un spectacle, hein, dans les spéciales en tout cas de stand-up américain, que ce soit du Daniel Tosh, du Louis C.K., du Bob Burnham, j'en passe et des meilleurs, là j'ai pas de nom qui me vient à l'esprit directement, mais voilà, on fait ce qui plaît au public, évidemment, on fait du crowd work, on interroge des mecs dans le public de savoir ce qu'ils font dans leur vie, on blague là-dessus, c'est ce qui marche, et donc c'est ce qui plaît. Mais Bob Burnham, c'est le mec qui va t'expliquer qu'il a fait une blague, et il t'explique limite comment il a écrit cette blague, comment il va l'incorporer, même en cassant le quatrième mur que l'on a nous-mêmes, par exemple dans le comique français, que l'on a par exemple chez Pierre Palmade, Muriel Robin, Bigard, etc., pour ne citer que, entre guillemets, les plus anciens, parce que maintenant on a quand même une sacrée tripotée de mecs qui font du comique que je ne trouve pas drôle, mais ça ce n'est que mon avis, je ne citerai pas de nom. Kev Adams, pardon, excusez-moi, c'est un peu mal de gorge. Mais ouais, du coup, voilà, c'est Bob Burnham qui va majoritairement, je dirais, illustrer ce premier épisode. Parce que c'est un coup de cœur. Parce que ce mec est super jeune, déjà. Je sais pas quel âge il a, je vais regarder en même temps. Mais il est super jeune, il est grand. Ça n'a pas d'importance, mais il a quand même une taille assez importante et il en joue aussi sur scène. Le mec a 26 ans, puisqu'il est né en 90, le 21 août exactement. Il mesure 1m96, merci Wikipédia. Et pourtant, le mec fait ça depuis plusieurs années. Il a commencé sur YouTube déjà à écrire quelques chansons et il a incorporé tout ça après sur du texte qu'il a écrit spécialement, je dirais, pour la scène. Et il va entremêler ses textes par des chansons qu'il a fait déjà sur YouTube, qu'il va ressortir, qu'il a sorti sur disque aussi. Il a fait un CD spécial musique, etc., qu'on retrouve aussi facilement sur Spotify. Mais voilà, c'est un mec que j'apprécie. C'est un mec que j'adore même, on va dire. Parce que voilà. Parce que ce mec va très très loin dans ce qu'il fait. Rien que sa scène d'intro, en fait, dans son deuxième spécial, What, qui n'est que du mime. Et d'ailleurs, il s'en moque quand il fait. Il a fait deux versions. Une version pour son spécial sur Netflix et une version pour Spotify sur la version audio, où il va rire lui-même du fait que ça soit une intro qui est que mimée. Et même si c'est mimé, le mec va quand même faire une intro pour Spotify et qui est à mourir de rire, qui est vraiment novateur, qui est vraiment, je dirais. J'essaie de trouver un synonyme à novateur, parce qu'il y en a plein, évidemment, et on s'en fout, mais quelque chose qui n'a jamais été fait, c'est le principe de novateur. Parce qu'une intro dans un spécial, tu te dis, ouais, ok, le mec va faire une sorte de monologue ou quoi ça. Non, le mec va tout simplement arriver sur scène, sur une musique. C'est même pas lui qui va chanter directement, c'est une sorte de bande-son, il va agir dessus, il va faire des mimes, et qui se retranscrit pas du tout en audio sur Spotify, qu'on s'entende là-dessus. Il faut le voir une première fois sur Netflix ou sur YouTube par exemple, et après tu l'écoutes parce que tu connais les gestes, parce que tu connais les mimiques, parce que tu t'imprègnes du truc. Mais voilà, c'est un mec novateur, un mec qui va tenter de faire du mime, qui va tenter de faire quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant, et qui s'en sort très bien, qui s'en sort absolument bien. Et le fait de mêler sketch et musique, c'est pas le genre de truc que j'aime habituellement. J'ai horreur de tout ce qui est comédie musicale ou des dessins animés de Disney avec des chansons ou quoi que ce soit. Le dernier que j'ai apprécié, c'était Le Roi Lion, c'est vous dire à quel point ça date. Mais le mec arrive à nous faire rire avec des musiques, avec des chansons, avec même si c'est des chansons qui durent 3 secondes. Il a une chanson qui est vraiment très très courte et qui est hilarante. Et moi j'adore ce mec. Bob Burnham, si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y. Vraiment, c'est le coup de cœur, clairement. En plus de ça, il est jeune.
il est jeune, il a pas du tout le profil d'un mec qui tourne depuis des années, comme ça pourrait être pour Daniel Tosh, pour Louis C.K., pour Jerry Seinfeld, évidemment, pour d'autres. J'ai pas de nom en tête, mais le mec est jeune, il sort des trucs novateurs, et en plus qui plaisent. C'est quand même ça le truc le plus terrible, c'est que ça plaît au public. Est-ce que c'est novateur? Est-ce que c'est parce qu'il est jeune? Est-ce que quoi? Je saurais pas vous dire. Très clairement, c'est le fait qu'il ait un spécial sur Netflix directement proposé comme ça, c'est quand même quelque chose de voilà, c'est quelque chose d'assez imposant. On pourrait parler de Kevin Hart, on pourrait parler de Jim Jeffries qui est là depuis plusieurs temps, Russell Peters, bon, qui a son humour bien à lui, on s'entend très bien, ok. Là, je suis en train de m'aider de Netflix, très honnêtement, de Bill Burr aussi, de John Mulaney, qui est aussi jeune. John Mulaney, on en reviendra dans un podcast d'ailleurs, John Mulaney, parce qu'il a un humour bien à lui, où il raconte vraiment sa vie. Bob Burnham, c'est pas du tout ça. Bob Burnham va prendre vraiment des bribes, il va faire un humour où l'aspect sur lequel il va rigoler va durer 3-4 minutes, grand maximum, c'est presque du one-liner. Et pourtant, il va pousser un peu plus loin qu'un one-liner classique, comme par exemple Jimmy Carr pourrait faire la version britannique, comme Daniel Tosh pourrait faire la version américaine, mais il va prendre un concept, il va écrire dessus, il va même faire peut-être, pourquoi pas, une musique dessus, et il va nous faire rire. Personnellement, moi, le sketch le plus marrant, on va dire, en tout cas qui m'a le plus touché de Bob Burnham, c'est quand même Left Brain, Right Brain, donc cerveau gauche, cerveau droite, où il va vraiment faire une chanson expliquant que son cerveau est divisé en deux, de par on va dire une expérience sociologique et psychologique, et grâce à cette expérience, on va comprendre comment il arrive à faire la distinction dans son sketch, la partie logique, vraiment réfléchie, vraiment posée, psychologique, et la version un peu plus sentimentale, un peu plus cette nana, je l'aime, je sais pas pourquoi. Voilà. C'est vraiment l'humour le plus touchant. Vraiment le plus touchant que j'ai pu écouter ces dernières années. C'est un truc qui me plaît. C'est un truc qui me plaît parce que j'ai pu voir des spéciales, que ça soit sur Netflix, que ce soit sur HBO, sur Comedy Central. Je me suis fait tous les Jimmy Carr, où c'est du one-liner, où tu dis oui, ok, tu fais rire pour une ligne et c'est très bien. Kevin Hart, un peu plus proche du public, un peu plus afro-américain, hein, pour le coup, il s'en cache pas, évidemment, et le mec arrive à nous amuser là-dessus. Que ça soit sur du Louis C.K., bien plus, je dirais, introspectif, parce que le mec va nous parler de ses enfants, de son mariage, de son divorce, évidemment, ce qui peut toucher certaines personnes, je dirais, plus personnellement. Des mecs comme Jim Jeffries, où le mec... Alors, si vous entendez miauler, d'ailleurs, c'est mon chat. Hein, c'est Joker, il est là, c'est le nom de mon chat. Il miaule pour rien en ce moment, je ne sais pas pourquoi, voilà. C'est au cas où, si vous l'entendez. Et pour revenir dessus, du coup, Jim Jeffries, oui, où le mec va vraiment nous parler de son côté, on va dire, expat. Le mec est australien, il s'est installé aux États-Unis, d'abord en Grande-Bretagne, pour essayer de vivre de son talent, parce qu'il a vraiment un talent. Et voilà, il nous explique comment il a pu vivre de ça, comment il a pu survivre surtout de ça. On y reviendra aussi dans un autre épisode. Je dis ça comme si c'est prévu sur une saison complète, alors que j'en ai aucune idée. On verra bien. Mais voilà, pour revenir à Bob Burnham, c'est un mec où la première fois que je l'ai entendu, la première fois que je l'ai vu, c'est sur Vine. Vine qui est on va dire une plateforme sociale où des gens font des vidéos pour 8 secondes, je crois que c'est le maximum, 8 secondes, où ils vont faire une vanne, où ils vont faire quelque chose de novateur, quelque chose d'original, et lui faisait des vidéos de 8 secondes maximum, où il va nous parler de rien, en fait, clairement de rien. Le premier qui me vient en tête, c'est le fait qu'il fasse un jeu de mots tout pourri avec My puns are terrible, où il va tout simplement
déchirer une feuille de papier où c'est écrit puns, et puns terrible, tear comme le sens de déchirer. Et voilà, moi ça me fait hurler de rire parce que c'est simple, mais c'est mis en scène. Il y a quand même une recherche derrière, il y a quand même quelque chose de, je veux dire, d'original. Même si c'est une blague qu'on a entendue des milliards de fois, mais le fait de le mettre en scène sur une plateforme de vidéo de 8 secondes, bah ça tient la route, c'est fait pour, quoi. C'est, voilà. La même chose pour une vidéo aussi sur Vine qu'il faisait à l'époque, où il tombait sur une vidéo, une sorte de spam. Il était sur un site, on s'en fout. Et en fait, il a un spam, une sorte de pop-up qui arrive, qui dit euh, tu as gagné 100$, tu as gagné 100$, tu as gagné 100$. Et ça, vraiment de façon répétitive. Et le mec, la façon dont c'est filmé, va faire en sorte que sur son écran de télévision, va retirer à chaque fois un billet de 100, un billet de 100, un billet de 100. Et il est content de gagner, évidemment. Mais sa première réaction, c'est « Mom !»« Maman !» Moi, je trouve ça très très drôle. C'est une réaction que l'on pourrait avoir tous, en fait. C'est très con. Pas forcément avec Mom. Lui, il ajoute le côté Mom parce qu'il était peut-être jeune à l'époque, parce que c'est quelque chose qui est drôle aussi. Mais la réaction d'avoir un pop-up qui arrive et sur ton écran d'ordinateur, tu as des billets de 100 qui tombent comme ça. Bref, je vais pas expliquer la blague, parce qu'on n'est pas là pour ça. On a tous compris comment était la blague. Mais moi, je trouve ça très très drôle. Je trouve ça vraiment hilarant. Et du coup, je ne saurais que vous conseiller cet artiste. Cet artiste qui est... Dans son premier spécial qui est Words, où c'est vraiment du one-line, c'est vraiment du setup, punchline, rire et chanson. Rire et chanson pour pas... Bref, j'ai fait une blague sans faire gaffe moi-même, j'en suis désolé. Mais le mec arrive à nous faire rire, même avec juste une ligne et une chanson. Et juste sur son premier spécial, il va très très loin. Sur son deuxième, on commence vraiment... Son deuxième d'ailleurs, c'est What, dans la chronologie de la chose. On sent que le mec va quand même être un peu plus, on va dire, méta-humour. Pas métaphysique, parce que c'est vraiment un aspect particulier de la chose, mais méta-humour en tout cas, de l'humour dans l'humour. Le fait de faire une vanne sur comment il a fait cette blague, ou d'expliquer comment il brise le quatrième mur si cher à cet aspect de l'humour sur scène, même si le stand-up n'a pas vraiment le quatrième mur, il peut quand même subsister le côté théâtral, le côté on s'adresse à quelqu'un dont on n'est pas sûr. Là, il s'adresse directement au public, il s'adresse directement à lui-même, il s'adresse pas forcément à une autre personne derrière, mais il a quand même un aspect monologue particulier. Et dans son dernier, en date, qui est Make Happy, que l'on retrouve sur Netflix, comme je vous le disais, là, rien que dans le titre, Make Happy, c'est super méta, parce que il a fait un AMA sur Reddit, Ask Me Anything, où le principe étant que des mecs lambda comme toi et moi va sur Reddit et poser une question à une célébrité, va lui poser la question de savoir est-ce que t'es quand même content de ce que tu fais. Et je me souviens de réponse où le mec disait en fait je fais ce que j'aime, mais c'est juste que j'aime, je pousse pas plus loin, je fais pas ça pour le blé, je fais pas ça pour quoi que ce soit. Et ça se ressent dans Make Happy parce que son dernier... On va pas dire sa dernière chanson, parce que sa dernière chanson sur le spécial est très explicite, vraiment, ça s'appelle Are You Happy, où vraiment, c'est est-ce que t'es content. C'est pas le plus important, selon moi, même si évidemment, l'aspect de la chanson Are You Happy, genre... Je t'ai fait 1 heure juste avant et je conclus par une chanson où c'est juste toi et moi sur un piano en version acoustique. C'est quand même très bizarre. Est-ce que t'es content de ce que je fais ? Moi, c'est surtout sa partie d'avant où c'est une sorte de j'ai pas l'équivalent en français de rant plutôt, où Kanye West fait ça quasiment à chacun de ses concerts, où le mec va pendant 5, 6, 7, 10 minutes, limite, faire une sorte de monologue, une sorte d'impro sur une instru. Et en fait, Bob Burnham va nous faire ça sur sa dernière partie du spectacle. Ça dure 7 minutes 30 je crois, et ça se trouve facilement d'ailleurs gratuitement sur son YouTube, ça c'est sûr et certain, parce que je l'ai visionné des milliards de fois à peu près.
Et de savoir que, en fait, il fait ce sketch-là en mode... je le fais parce que Kanye l'a fait et que je trouve que c'est un aspect assez spécial de communication. Mais le mec va nous parler d'abord de Pringles. Je vais pas vous ruiner le truc, hein, promis, je vais pas vous spoiler le truc. Dès le premier couplet, en fait, c'est genre j'ai des mains trop grandes pour rentrer dans les boîtes de Pringles, donc je peux pas accéder aux derniers chips de Pringles, on va dire. Donc du coup, ben, en fait, à la fin, j'ai que des miettes, c'est chiant. Et le mec va faire une vanne dessus, très bien, ok, ça dure, on va dire 2 minutes 30 sur les 7 minutes qui restent, 7-8 minutes. Et le mec va te partir dans une sorte d'introspection de son humour, en fait. De ce qui fait rire les gens, de ce qu'il arrive à interpréter, de ce qu'il arrive à faire ressentir au niveau des gens, mais de ce qu'il ressent lui-même. Parce que au bout d'un moment, il dit mon vrai problème, c'est pas le fait que je puisse pas mettre ma main dans les boîtes de Pringles. Ça, je m'en fous. Mon vrai problème, c'est vous, en fait, c'est le public. Parce que j'ai envie de faire quelque chose qui vous plaît, mais j'ai envie de faire quelque chose aussi qui me plaît moi. Et c'est quand même ça le plus important. Si je fais, moi, des sketchs ou des spectacles ou tout ça, il faut quand même que ça me plaise. Quel est l'intérêt d'aller sur scène, de parler pendant 1 heure, 1h10, 1h20, juste pour l'argent? Il y en a qui le font, tant mieux pour eux. S'ils arrivent à écrire, s'ils arrivent à trouver des gens qui écrivent pour eux aussi, on va pas se le cacher. Mais s'ils arrivent à faire ça juste pour l'argent, bah c'est cool. Mais c'est pas ce que Bob Burnham ressent, c'est pas ce que Bob Burnham veut. Et personnellement, c'est pas ce que je veux non plus, et ça on y reviendra plus tard, mais ce mec-là, c'est le genre de mec qui va sur scène parce qu'il a écrit un truc, même si c'est peut-être trop méta pour le public, bah, c'est quand même quelque chose qui va toucher certaines personnes, que ça soit des personnes qui sont touchées par le côté méta. Personnellement, moi, le côté méta me fait beaucoup rire quand il va nous parler directement à nous dans son la dernière partie de son sketch, d'ailleurs dans son dernier rant, le mec va nous dire que ce qu'il fait c'est pour nous rendre heureux nous, mais il n'arrive pas à se rendre heureux lui-même. Ben moi ça me touche, ça me touche énormément. Je me dis mais pourquoi tu es là du coup? Qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que tu es là parce que tu as écrit 1 heure et qu'il restait... Non, parce que tu as écrit, bah, pour le coup, 52 minutes et qu'il restait 8 minutes à la fin et tu sais pas comment le meubler. Et du coup, tu as fait ce rant à la fin sur une instru. Est-ce que c'est quelque chose que tu as préparé, que tu as fait méta, genre j'écris parce que je veux écrire, parce que je veux quand même dire ce que je pense, mais en même temps ça va plaire? Ou est-ce que c'est vraiment une critique de la société, une critique du stand-up américain actuellement? Ça va loin. Ça va très loin. Ça va trop loin pour certaines personnes, évidemment. Hein, la blague passe au-dessus de leur tête, comme on dit, mais moi, c'est un truc qui me plaît et qui me touche. Vraiment beaucoup. Parce que je me dis que, personnellement, et ça, encore une fois, on va revenir après, mais personnellement, moi, j'écris beaucoup pour le stand-up. J'ai vraiment envie de faire ça, de me retrouver devant une scène, que ça soit devant 5, 10, 15 1200 personnes, 3000 personnes, 10 000 personnes, comme ça a pu être le cas pour Bob Burnham, pour Louis C.K. évidemment, pour Aziz Ansari qui a quand même rempli le Madison Square Garden, tout comme Louis C.K. aussi à une époque. Je me dis, tu te retrouves seul sur scène avec ton micro devant la bouche et tu as écrit quelque chose pour faire rire des gens, pour plaire à des gens, mais Bob Burnham s'arrête là-dessus sur son dernier spécial. Lui-même, il a écrit pour lui, ça se ressent vraiment beaucoup. Ça se ressent plus que sur son spécial d'avant. Dans What, par exemple, son dernier sketch, c'est, si je dis pas de conneries, une version musicale, en fait, d'interaction qu'il pourrait avoir avec des fans à la fin d'un spectacle. Des gens qui l'arrêtent dans la rue ou quoi que ce soit, et il y a une nana qui lui dit bah écoute, on se connaît depuis le collège, tu t'en souviens pas du collège ou du lycée, on s'en fout, mais tu te souviens peut-être pas de moi je me souviens de toi parce que je sais que tu es une personne connue maintenant,
et je t'invite à une soirée. Et le deuxième mec, c'est un mec qui ne connaît pas du tout, mais qui dit, mais mec, en fait, t'as changé. Je te connaissais pas avant, mais t'as changé. Tu mesures quasiment 2 mètres, tu veux une médaille pour ça, t'es socialement bizarre alors que sur scène t'as l'air vachement ouvert, t'as l'air, je dirais, plein d'idées, plein d'opinions, plein sain d'esprit, alors que en dehors, ben, t'es un mec plutôt introverti, plutôt renfermé. C'est assez bizarre. Et le troisième, si je dis pas de conneries, c'est peut-être pas dans l'ordre, mais il me semble que c'est comme ça. Le troisième, c'est une sorte de producteur qui lui dit, écoute, je comprends ce que tu fais, mais il faut quand même que tu fasses des trucs qui marchent. Le côté métal, le côté introverti, c'est bien, ça te touche toi, mais pour que ça continue à plaire au public, fais des trucs qui plaisent au public. L'humour YouTube, on pourrait dire, tu vois. Et du coup, il va retranscrire ça dans un aspect musical, où il fait une sorte de mime musical derrière. Je vous conseille de le voir, c'est magnifique. En plus de ça, c'est super bien joué. La mise en scène est géniale, la musique est géniale, le mélange des 3 protagonistes est génial aussi. Et voilà, c'est vraiment ça aussi du méta, c'est le fait d'écrire pour écrire. C'est pas écrire pour plaire, c'est vraiment écrire parce que je ressens ça, parce que j'ai envie de retranscrire ça, et c'est ça le plus important. Et c'est ça que j'aimerais faire sur scène aussi. C'est ça, c'est... Le but de ce podcast aussi, c'est aussi de faire comme Dan Gagnon a fait. Alors si vous connaissez pas Dan Gagnon, il a fait aussi sur SoundCloud, là où je vais poster très certainement, en plus de YouTube à mon avis, ce podcast. Il a fait comment écrire un spectacle, où il arrivait en fait devant son micro, il expliquait pendant peut-être 1 heure, un peu moins d'1 heure, ce qu'il allait faire. Il enregistrait de façon raw, de façon brute, son spectacle qui jouait sur un comedy club en Belgique, à Bruxelles, si je dis pas de bêtises. Et du coup, il va expliquer comment il écrit, comment il prépare un spectacle complet, où il va tester des blagues, parce que c'est quand même ça le plus important, c'est de tester des blagues dans un comedy club, arriver et faire peut-être 5, 10, 15, 20 minutes. Lui, il va pousser plus loin, il va un peu plus loin, il va faire un peu plus, très bien. Mais toi, tu arrives devant, je sais pas, 50 personnes, et tu fais 5, 10, 15 minutes, où tu fais tes blagues, des trucs que tu as écrits depuis des années, ou que tu as écrit dans l'après-midi même. Ça n'a aucune importance. Le principe est que tu vas tester des blagues. Et le fait de tester des blagues, ben, soit ça marche, soit ça marche pas. C'est évidemment binaire, hein. C'est des trucs que tu gardes ou tu gardes pas. Et tu dis que ben, Dan Gagnon a fait le test, Gad Elmaleh dans une autre mesure, même si j'aime pas ce qu'il fait en français, ce qu'il fait aux États-Unis, ça a l'air de marcher, et tant mieux pour lui. Au Comedy Cellar à New York par exemple, ben, c'est cool, tant mieux. Euh, Bo Burnham a fait divers tests, et à mon avis, et je le connais pas personnellement, et évidemment, et je n'aurai jamais l'occasion de lui poser la question, mais je pense qu'il s'en fout, que ça marche ou non, qu'il s'en fout. Lui-même arrive sur scène, il fait ce qu'il a à faire. Si ça fait rire, il s'en fout. Si ça fait pas rire, il s'en fout aussi, en fait. C'est... Je sais pas. Je sais pas. J'ai vu quelques vidéos sur YouTube de lui où il répondait à ce qu'on appelle des hecklers en anglais. J'ai pas l'équivalent en français, mais on va dire des agresseurs le mec fait son truc sur scène, etc. Il y a un spectateur qui va l'agresser verbalement et il va avoir une réponse. Et on sent une sorte de gêne par moment. Jimmy Carr, le comique, non, on va éviter ce mot-là, le comédien, en tout cas britannique, lui fait l'équivalent. Il va toujours garder quelques minutes sur son spécial où il va tout simplement faire une réponse aux hecklers, où il va dire bah, si vous avez des trucs à me dire, allez-y, dites-le moi. Il va répondre, il va avoir une réponse à chaque fois, c'est souvent la même. Certes, ça on peut lui reprocher, c'est autre chose, on y reviendra peut-être plus tard, mais il va répondre aux hecklers, et Bo Burnham, le mec, on va dire, pas forcément chétif, parce qu'il fait quasiment 2 mètres, c'est quand même...
même s'il est maigre, c'est quand même une masse quelque part, juste parce qu'il est sur scène, parce qu'il est derrière un micro devant 200, 1200, 2200, 3200 personnes, bah forcément il va attirer une certaine, pas forcément haine parce que le mot est un peu fort, mais une certaine envie en tout cas de certaines personnes qui vont dire bah moi je vais ruiner son show. J'ai payé 25 $ ma place, mais je m'en fous, je vais ruiner son show, je vais lui dire un truc, et il va pas savoir quoi répondre. Et ben manque de bol mon pote, le mec arrive quand même à répondre, à dire ben ce que t'as dit c'est de la merde, mais en plus de ça je vais te répondre et je vais te casser directement. Il y a des vidéos sur YouTube, hein, je vous conseille d'aller voir, il y a des vidéos vraiment très intéressantes là-dessus, où c'est encore une fois des tops, hein, c'est des vidéos à la con, des vidéos un peu clickbait, les meilleures réponses de Bob Burnham face à des hecklers ou quoi que ce soit. Mais en fait, je pense que s'il fait ça, c'est aussi pour briser son côté anxieux. Parce que le mec est quand même, je dirais, pas forcément autiste, parce que le mot est un peu fort, mais s'il fait ça, c'est une sorte d'exorcisme de quelque chose, forcément, comme tout le monde. Comme ça a pu être le cas pour Louis C.K., il en parle aussi dans certaines vidéos, comme ça a pu être le cas pour Jerry Seinfeld à l'époque aussi, comme ça peut être le cas, par exemple, encore une fois, je me compare pas qu'on en soit d'accord dessus, mais c'est aussi une sorte d'exorcisme pour moi, où si j'écris, et que même si je n'en parle pas après sur scène, si j'écris, moi c'est pour exorciser certaines choses, certains aspects de mon passé, je dirais, certains événements de ma vie qui sont importants. Et je pense que c'est la même chose pour, allez, 99,5% des comédiens de stand-up, que ce soit anglophone, francophone ou autre. Je pense que le principe étant de monter sur scène, raconter un truc, faire rire des gens, essayer de se dire bah c'est pas si grave et repartir. Et si t'arrives à faire rire des gens en même temps derrière, bah, c'est une sorte de bonus quoi. Et voilà. Et mon chat miaule et ça me casse voilà. Mais c'est un aspect important. C'est un aspect important du stand-up, qu'il soit américain ou français, parce que, ben, en fait, le français moyen ne va pas forcément connaître le principe du stand-up. Il va se dire, ok, c'est un mec qui est sur scène, qui va faire des blagues, qui va raconter un petit peu sa vie, son déménagement, son divorce, le fait qu'il ait 3 enfants, et basta, et qu'il a fait des courses lundi dernier, et qu'il y avait plein de monde à la caisse 9, et qu'il aurait dû passer en caisse 8 parce qu'il y avait plein de monde. C'est un truc qui fait rire les gens, ça. C'est quelque chose qui rappelle, en fait, qui fait penser que bah, le mec est sur scène, il est derrière un micro, il a quand même les couilles de monter sur scène, et il raconte mon quotidien. Ça, c'est un aspect du stand-up qui marche, tant mieux, c'est quelque chose, je dirais, de générique. Gad Elmaleh l'a fait à ses débuts de stand-up, où le mec va raconter que il va avoir un bol à l'entrée de son appartement où il met les dernières pièces, les dernières vis Ikea de son meuble qu'il a monté le week-end dernier. Qu'on a tous un bol comme ça. Et évidemment, on a tous un bol comme ça. Moi, c'est un verre à bière du concert d'Eminem de 2013. On a tous un bol comme ça, on a tous un tiroir. Ça fait rire des gens, tant mieux. Il y a des gens, il y a des mecs ou des nanas, hein, qu'on s'entende là-dessus, attention. Il y a en tout cas des personnes qui montent sur scène, qui ont un contenu un peu plus original, un peu plus spécifique, qui arrivent à faire rire des gens. Et là, je parle de version francophone et anglophone. Anglophone, évidemment, on les connaît tous. Je ne vais pas vous faire une liste complète. Sur mon Twitter, j'en parle. J'ai un Tumblr aussi là-dessus où je commence à écrire certains articles, où il y a une sorte de top 10 ou top 20 des mecs qui font rire dans le stand-up anglophone. Mais en tout cas, francophone, il y en a aussi qui font rire. Gad, qu'on aime ou non, il y a une période où il m'a fait rire. Il y a une période où je suis allé voir à l'époque au Zénith d'Orléans, pour tout vous dire. J'étais assis au premier rang avec ma sœur et j'étais vraiment par terre de rire, mais littéralement par terre de rire. Mais ça, c'est parce que c'était quelque chose de novateur en France. Moi, je ne connaissais pas tout ce qui était stand-up américain ou quoi que ce soit, ou anglophone. Je dis américain pour parler un peu plus générique, évidemment. Mais en tout cas anglophone, mais je ne connaissais pas tout ça. Maintenant que j'ai découvert, même pour l'époque, Eddie Murphy, il a fait un spécial à l'Apollo qui est absolument hilarant. Le mec arrive avec une veste en cuir, c'était les années 80,
Et il va faire de l'humour afro-américain qui est encore accurate aujourd'hui. C'est... J'utilise beaucoup de mots anglophones, j'en suis désolé, mais j'ai pas beaucoup de termes anglais, termes francophones en tout cas, qui pourraient aller là-dessus, mais qui est encore précis, on va dire, sur l'humour de maintenant. Et du coup, voilà, c'est... Le stand-up, c'est important. Le stand-up, c'est un message qui véhicule, c'est beaucoup de choses, c'est la vie quotidienne de personnes comme toi et moi, comme des personnes de la minorité visible, on va dire, que ce soit juifs, noirs, arabes, femmes, transsexuels, homosexuels. Tu auras toujours une personne qui va faire une sorte d'introspection de son passé pour faire rire les gens. Et je trouve que c'est ça le plus important. Parce qu'on peut lire beaucoup d'articles, beaucoup de blogs sur comment ma vie est misérable, mais tu en as peu qui arrivent à te faire rire dessus. Et je trouve que si tu fais rire les gens plutôt que de les faire pleurer sur ta vie, ben tu gagnes une sorte d'empathie. Je sais pas comment expliquer ça. C'est mon ressenti. Ça se trouve, il y en a beaucoup de vous qui sont en désaccord là-dessus. Mais je trouve que si tu arrives à faire rire quelqu'un sur ton malheur, tu le touches plus que si tu arrives à le faire pleurer. Ouais, je sais pas. Je sais pas. C'est con, hein. C'est très très con. Je sais, c'est très très con. Mais bon, voilà, c'est que mon avis. Pour revenir à Bo Burnham, parce que c'est vrai qu'on a fait une grosse parenthèse, mais en même temps, c'est un premier épisode. C'est une sorte d'introduction sur ce que je veux faire. Je veux pas faire comme Comedy News Weekly podcast, qui est pas vraiment weekly d'ailleurs, parce que ça fait un mois qu'ils ont rien sorti. Anthony Mirelli et Dan Gagnon, on vous voit, on vous attend. Moi personnellement en tout cas. Après les autres, je sais pas, on s'en fout. Non, on s'en fout pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose. Moi, c'est un podcast que je suis. C'est le seul podcast que je suis régulièrement, d'ailleurs. Parce qu'il parle de ce que je suis en même temps. De ce que je suis, de ce que je suis du verbe suivre et de ce que je suis le verbe être. On rentre vraiment trop dans la métaphysique. Il est 3h37 du matin, c'est 3h37 ? Ouais, c'est ça. Ouais. Et j'ai un peu trop de vodka dans le sang. Et je m'en fous. Mais ouais, CWN, Comedy, News, Wiki, Podcast, CNWP, on attend. On attend du nouveau. Parce que on est en 2017, hein, il y a beaucoup de choses qui sont sorties, beaucoup de séries qui ont repris, beaucoup de spéciales aussi qui sont sorties. On attend votre avis d'ailleurs sur le Saturday Night Live version française présentée par Gad au début du mois de janvier. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, je me retiens et c'est très très dur. Je pense qu'on va attendre le deuxième épisode, si deuxième épisode il y a, pour en parler. Hein, on va pas, hein, voilà. C'était nul. On va pas en parler. On va attendre que le deuxième épisode sorte. On va voir qui est le host de ce deuxième épisode. On verra à ce moment-là s'ils ont appris de leurs erreurs. On va leur laisser le bénéfice du doute, on va dire. Mais voilà, s'ils veulent faire du SNL, autant faire du vrai SNL. C'est tout ce que j'ai à dire. Et du coup, oui. Voilà. Ça sera un podcast, j'ai aucune idée de comment l'appeler, j'ai aucune idée de s'il sera publié. Je pense qu'il sera publié ce soir en version brute. Et je m'en branle, on va dire. Si je dois le retirer après, je le retirerai. Si ça reste sur les internets, ça reste sur les internets, je m'en fous. J'ai envie de parler de soir. J'avais envie de parler parce que j'ai de la vodka Red Bull et du vodka pomme dans le sang. Et je trouve que c'est un bon mélange pour discuter de choses qui nous tiennent à cœur. Et voilà, je sais que de toute façon, ça touchera certaines personnes, même s'il y a 2-3 personnes qui se disent bah écoute, ouais, c'était long à se mettre en place, c'était pas très clair dans ce que tu disais, il y avait des miaulements derrière, donc ça casse un peu les couilles. Mais en tout cas, je comprends ce que tu veux dire. Mais même si ça touche une ou deux personnes en France ou dans le monde, c'est-à-dire en tout cas francophone, parce que si tu me comprends et que tu habites à l'étranger, bah c'est que tu es quand même francophone, un minimum hein, quand même. D'autant plus que je bafouille dans mes propos. Mais voilà,
pense que ça sera quelque chose que je vais réitérer. Parce que j'aime bien m'écouter parler. Et ça me fait rire. Voilà. Voilà. Et du coup, si vous avez besoin de quelques, on va dire, quelques noms de scènes pour vous lancer dans le vrai stand-up, donc vous avez compris un Bo Burnham, Bo sans prénom B-O Burnham. Je vais pas vous l'épeler, mais c'est le jambon brûlé, Bo Burnham. Je peux vous conseiller aussi Jim Jeffries. On fera un épisode sur lui directement aussi parce que c'est un mec où il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur lui. Il a fait une série, il a fait plusieurs spéciales, il a fait plein de choses qui sont vraiment très intéressantes, vraiment beaucoup. Évidemment Louis C.K. qui est un incontournable maintenant, même s'il y a pas mal de controverses sur ce qu'il aurait pu faire, etc. On y reviendra aussi. Jerry Seinfeld, même si c'est un peu ancien, le mec est quand même là depuis 20 ans 30 ans 30 ans. Allez, on va dire 30 ans. Et j'ai bientôt 30 ans, ça m'étonnerait pas. Il a fait une série, il a fait plusieurs scènes, plusieurs spéciales aussi. C'est un vétéran, on va dire. Il y en a beaucoup. Daniel Tosh, Jimmy Carr, il y en a beaucoup. On reviendra dessus. Donc voilà, je pense que c'est pas mal pour un premier épisode. On a atteint les un peu plus de 40 minutes actuellement. Je vais poster ça sur SoundCloud. Je vais peut-être mettre ça aussi sur YouTube. Si j'ai la foi du montage, je ne vais rien couper sur cet épisode. Vous entendrez même les miaulements de mon chat, même mes bafouilles. C'est un fait. Et voilà. Donc si vous avez des choses à dire, si vous avez des choses à partager, n'hésitez pas à venir sur mon Twitter par exemple. C'est @tipeur, TIPEUR. Je prendrai n'importe quel commentaire, je vous répondrai même évidemment en direct. Si c'est quelque chose de pertinent, j'en parlerai directement sur ce podcast. En tous les cas, il est 3h42 exactement, je pense que je vais arrêter là. Et je vous souhaite une excellente soirée de ma part et de toutes les équipes de... je sais pas. Ciao.